À la une de cette édition du journal, c'est de 3 ans qu'il écope le sulfureux ancien ministre de la Justice Constant Moutamba a connu ce mardi son sort à la Cour de cassation au terme d'une journée intense sous forte présence militaire. Il a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics, puis 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique. Et l'actualité en Afrique, un glissement de terrain massif consécutif à des pluies torrentielles a ravagé un village montagneux du Darfour dans l'ouest du Soudan. Le bilan reste encore incertain dans le pays, déjà en proie à une grave crise humanitaire. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa profonde compassion. Bonsoir. Au terme de plusieurs audiences très médiatisées et qui ont tenu en haleine la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba a connu son sort ce mardi. Il a été condamné à 3 années de travaux forcés pour détournement et après exécution de sa peine, il n'aura pas droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans. Un verdict prononcé sous forte présence militaire aux alentours de la Cour de cassation où il était arrivé escorté en blindé. Sur des images amateurs prises par des voisins, on voit Constant Moutamba en jogging, babouche et masque prendre place à bord d'un blindé de l'armée, arrivé en même temps qu'un important escadron militaire qui a dispersé la foule de militants quelques heures plus tôt. À son arrivée à la Cour de cassation, avec le même sens du spectacle, l'ancien ministre de la Justice salue le poing en l'air quelques avocats et journalistes qui ont exceptionnellement pu assister à cette dernière audience dans la salle. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. Comme il le redoutait et répétait lui-même à plusieurs reprises tout au long du procès, la Cour de cassation l'a condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement. Il est aussi prononcé contre lui l'interdiction pour 5 ans après exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité, interdiction d'accès aux fonctions publiques, privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, restitution des 19 millions de dollars américains. À sa sortie d'audience, le condamné a été escorté au commissariat provincial par le chef de la police en attendant la notification de sa condamnation qui devrait intervenir dans 10 jours. Pour le moment, Constant Moutamba reste sous mandat de dépôt signé la veille par le procureur Firmin Vendée, l'assignant entre autres à résidence surveillée. Engagé pour guérir la justice malade, Constant Moutamba, qui a concouru comme candidat président de la République face à Tshisekedi en 2023, a connu une lune de miel mémorable dans le gouvernement avant de tomber sous le coup d'une suspicion de détournement des fonds alloués aux victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Le condamné a toujours plaidé son innocence, accusant la classe politique et le système judiciaire de vouloir se débarrasser d'un élément gênant et révolutionnaire, un discours qui lui a valu beaucoup de succès auprès des jeunes durant tout le procès. Pendant le prononcé de sa peine, quelques pillards ont dévalisé des magasins profitant du chaos causé par quelques protestataires. Et en prélude aux préparatifs de la session du Conseil des droits de l'homme prévue au mois de décembre, le ministre d'État en charge de la justice a échangé avec le ministre des droits humains ainsi qu'avec le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Au menu des discussions, le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la promotion des droits de l'homme, mais aussi l'examen des modalités de contribution de leur expertise le jour de la célébration. À la session prochaine du Conseil des droits de l'homme, parce que les rapports que j'ai reçus du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme impliquent dans certains aspects le ministère de la Justice et le ministère de la Communication. Donc j'ai estimé important d'échanger avec ces 2 membres du gouvernement de manière à ce que je puisse avoir les éléments venant de leur secteur, et d'ailleurs nous allons impliquer d'autres membres du gouvernement
dans la préparation de la dite session. Pour le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, la Commission nationale des droits de l'homme travaillait étroitement avec le gouvernement et les organisations de la société civile pour garantir que les préparatifs soient de haute qualité et répondent aux attentes de la population. Cette rencontre tripartite est un signe encourageant de la volonté des autorités congolaises de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et ces préparatifs en cours aboutiront à une célébration réussie de la Journée internationale des droits de l'homme, espèrent les experts. Et depuis son annonce, les réactions fusent de partout. Le dialogue pour la paix et la sécurité en Afrique organisé par la Fondation Thabo Mbeki est devenu un sujet clivant. Le gouvernement congolais, avec Patrick Muyaya et le chef de l'État en personne, a été très clair. Il n'y aura pas un autre dialogue en dehors de cadres de concertation connus tels que Doha, mais aussi les négociations des Washington. Mais côté opposition, en dehors de Martin Fayoulou et de Alain Bolodjoa, pour ne citer que ce dernier, l'autre camp où la majeure partie de l'opposition va y participer. Longtemps, Félix Tshisekedi, réélu avec plus de 70%, ainsi qu'une majorité très confortable dans les deux chambres du Parlement, a insisté sur le fait que son seul interlocuteur face à la crise persistante dans le pays était Paul Kagame, le président rwandais. Plusieurs territoires du pays occupés plus tard, le président de la République n'exclut plus, comme autrefois, la possibilité de dialoguer en interne entre Congolais. Mieux, il rejette désormais l'appui de toutes les médiations étrangères, appelées ce samedi devant les sociétaires de l'Union sacrée à fouetter leur propre chat. Une réponse négative donc à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki au gouvernement à prendre part à la deuxième édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité, tel que l'avait fait savoir le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. C'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Côté opposition, les différents leaders, tant en exil qu'au pays, ont confirmé les uns après les autres leur participation à cette grande messe qui se tiendra à Johannesburg entre le 3 et le 6 septembre. On y retrouvera donc sans doute Joseph Kabila ainsi que ses lieutenants s'ils arrivent à quitter Kinshasa, mais aussi Jean-Marc Kabund, Délice Sanga, Moïse Katumbi ou encore Seth Kikuni. On veut écouter les opposants, on veut les entendre parce que ils sont convaincus que les opposants ont un rôle très important à jouer dans la construction de la paix, ainsi que dans la promotion de la cohésion nationale. Maintenant, refuser, à mon avis, de participer à un dialogue continental sur la paix et la sécurité, alors même que la République démocratique du Congo est au cœur des préoccupations régionales, c'est tout simplement refuser de porter la voix du peuple congolais là où elle peut peser. Grand absent déclaré de ce rendez-vous, l'opposant Martin Fayoulou, affiché récemment aux côtés du président Tshisekedi pour prêter main forte à la lutte contre la balkanisation de la RDC, le dernier pilier de la coalition Lamuka, préfère attendre l'agenda des confessions religieuses annoncé également la semaine dernière. Pourtant, ces hommes d'église, Donatien Cholet de la Senko et Eric Senga de l'ECC, ont reçu aussi l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki au même titre que les activistes Jean-Jacques Lumumba ou Bienvenu Matumo. Sauf changement des dernières minutes, l'opposition armée qui occupe plusieurs territoires dans l'est du pays prendra également part à cette conférence en Afrique du Sud. Déjà en négociation avec le gouvernement, c'est surtout le profil de Thabo Mbeki qui vexerait Kinshasa. Prenant la parole il y a quelques mois, l'ancien président sud-africain avait quasiment traité Félix Tshisekedi des dictateurs, des propos jugés pas très impartials par Kinshasa depuis lors.
Et puis cet autre sujet, le professeur Émile Ngoïka Songo, NK pour les intimes, a totalisé 2 ans à la tête de l'ambassade de la RDC à Paris, en France, une ambassade totalement retapée ou qui a retrouvé sa robe d'antan grâce à son leadership. L'ambassadeur est connu pour être un homme plus proche de ses concitoyens et justement, grâce à lui, cette ambassade n'est qu'à ses débuts. Nommé le 31 août 2023, le professeur Émile Ngoïka Songo a pris ses fonctions fin novembre de la même année sur 32 cours Albert Ier, 75008 à Paris en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en France et auprès de la principauté de Monaco et principauté d'Andorre. Également délégué permanent à l'UNESCO, ce brillant économiste, doublé d'un excellent communicateur et manager, a vite su redorer l'image de la représentation diplomatique de son pays dans l'Hexagone. La coopération entre la France et la RDC est en plein épanouissement. Il a organisé la dernière élection présidentielle qui s'est déroulée à l'ambassade de la RDC à Paris dans un climat apaisé et une ambiance bon enfant avec un taux d'enrôlement et de participation le plus élevé de toutes les autres diasporas où se sont déroulés les scrutins. Une élection qui s'est soldée dans les urnes par la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi à plus de 86%. Son arrivée en France a fait l'objet d'un accueil inédit par la diaspora congolaise qui a organisé une grande cérémonie à son honneur dans la grande salle du célèbre Salon Hoche dans le 8e arrondissement qui avait ce soir-là refusé du monde faute de place. Il a fumé les calumets de la paix avec les combattants symbolisés par la remise à l'ambassadeur du drapeau que les combattants avaient arraché à l'ambassade en 2013. Proche de ses concitoyens, l'ambassadeur n'hésite pas à compatir avec les personnes éprouvées. Il a assisté au deuil qui frappe la communauté. Le dernier en date est celui de l'activiste Yuyu Muntu Monsi, où il est allé s'incliner devant la mémoire de la disparue. Grâce à des travaux de transformation et de rénovation, la Maison Congo a revêtu ses plus beaux habits et accueille en son sein les Congolais de l'étranger ainsi que les personnalités aussi bien congolaises qu'étrangères. La cour de l'ambassade, qui semblait à l'abandon, est aujourd'hui rénovée et des toilettes ont été aménagées à tous les niveaux de l'ambassade. Le week-end dernier, à l'occasion de la célébration des 80 ans de 2 légendes du football congolais, Jeff Kibonge et Sayo Mukili, l'ambassadeur Émile Ngoïka Songo leur a consacré toute une soirée au cours de laquelle une réception digne a été offerte. En dehors de conférences dans des universités françaises, entre autres la Sorbonne et à l'université Paris-Est-Créteil, couronné par un diplôme de docteur en économie, le professeur reçoit sans discontinu des personnes de différentes couches, comme récemment le lauréat du programme Excellencia de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC. Présent à toutes les rencontres, notamment auprès des institutions françaises, au cours desquelles il expose la situation de la RDC, son bilan en 2 ans est exceptionnel, sans précédent. Et fidèle à la vision du président de la République, Louis Watom Kabamba, ministre des Mines, a scellé ce mardi un partenariat stratégique visant à favoriser les investissements américains dans le secteur minier en RDC. À travers le cadastre minier, il a procédé à la remise officielle des certificats de recherche à l'entreprise américaine Cobalt Metals, qui va désormais investir dans la numérisation des données géologiques et ainsi contribuer au développement de la RDC. C'est le cadastre minier qui a procédé à la remise officielle de ces 7 certificats de recherche digitalisés à la société américaine Cobalt Metal au cours d'une cérémonie organisée en présence d'Louis Watom Kabamba, ministre des Mines, dans son cabinet de travail. Cet acte scelle un partenariat stratégique visant à favoriser l'arrivée des investissements américains dans le secteur minier congolais et illustre la volonté des 2 pays de développer un partenariat économique privilégié, notamment dans les domaines miniers. Au-delà des activités d'exploration rendues possibles grâce à l'utilisation des technologies des pointes, notamment l'intelligence artificielle, Cobalt Metal s'engage également à investir dans la numérisation des données géologiques nationales en partenariat avec le service géologique national et le cadastre minier. Un autre volet majeur de cet engagement concerne le développement du projet des roches dures de
Manono, situé dans la province du Tanganyika. Lors de son intervention, Benjamin Katabuka, directeur général des Cobalt de métal en RDC, a souligné la volonté de l'entreprise de contribuer directement au développement socio-économique du pays avec un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars, dont une partie a déjà été versée au titre des frais liés à l'octroi des titres miniers. En termes de retombées socio-économiques, il a notamment évoqué l'engagement accru de la main-d'œuvre congolaise, sa formation et une rémunération équitable, ainsi que la construction d'infrastructures destinées à améliorer le bien-être des populations locales. Pour sa part, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de promouvoir une exploitation minière responsable, innovante, créatrice de richesses et fondée sur la bonne gouvernance au service de la République démocratique du Congo et de son peuple. Et le secrétaire général et président ad intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya, a pesé de tout son poids pour la réussite du 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation. Membre du présidium de cette plateforme politique, l'élu de Moamba était à la base d'une forte mobilisation populaire garantissant un soutien sans faille au chef de l'État. Vêtu de blanc, floqué de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique initiée par Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, a été à la base ce samedi 30 août 2025 d'une marée humaine qu'il a drainée à pied depuis sa résidence privée sur Bégonnière Soccer délimitée résidentielle. Une véritable démonstration des forces du parti au pouvoir en soutien à la 2e session du congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation. Et c'est à cause de cette mobilisation XXL le jour J, fort de sa double casquette, d'abord comme numéro 1 du parti au pouvoir et ensuite comme élu de Moamba, que Mona Bouté est arrivé au centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale, après ses pairs au sein du présidium. L'arrivée de la haute autorité politique de l'Union sacrée, président du Congrès, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait accompagner d'un tonnerre d'applaudissements. Sans tarder, l'exécution des hymnes, le debout congolais et celui de l'Union sacrée de la Nation. Prenant la parole, la marche de travaux ayant pour objectif l'adoption d'une nouvelle charte et du règlement d'ordre intérieur révisé, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé qu'aucun dialogue politique ne se tiendra sans son initiative. Si dialogue il se tiendra avec des Congolais non inféodés aux pays voisins, a déclaré l'actuel homme fort de la RDC. Voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Félix-Antoine Tshisekedi a par ailleurs émis le vœu de voir l'Union sacrée de la Nation se consolider comme une machine politique à laquelle le peuple devra placer sa confiance pour son avenir. Et après justement ce congrès que vous venez de voir, le bureau politique du groupement A1 a tenu lundi à Kinshasa une réunion consacrée à la restitution des travaux et l'examen sans complaisance des enjeux politiques actuels. Le groupement a réaffirmé son engagement total dans la dynamique des forces politiques et sociales au sein de l'Union sacrée de la Nation, a déclaré son président André Lité. Le regroupement A1 suit non sans intérêt la situation de l'air en République démocratique du Congo. Le regroupement A1 note avec satisfaction qu'après le dernier remaniement du gouvernement de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a pris des mesures d'encadrement pour propulser l'action du gouvernement en vue de la tête immédiate des résultats palpables, notamment par l'évaluation semestrielle de ses ministres, la résolution de la situation sécuritaire de l'Est étant le sommet des préoccupations nationales. Le regroupement A1
félicite les chefs de l'État pour son leadership éclairé et a redoré le blason diplomatique de la RDC pour la repositionner dans l'échiquier géopolitique mondial, notamment dans le cadre des processus de Washington et de Doha. L'histoire politique de la RDC retiendra que c'est sous son égide que la crise sécuritaire tridécennale a été résolue. Le regroupement A1 soutient la décision du chef de l'État rejetant l'offre inopportune, nostalgique et complotiste de M. Thabo Mbeki qui vise à accorder une bouée de sauvetage à des criminels patatés à la solde de l'agresseur. Le regroupement A1 encourage le chef de l'État à veiller sans relâche à l'exécution du programme gouvernemental contenant des projets novateurs pour le bien du peuple congolais, notamment la réforme des services de défense et de sécurité de la RDC pour assurer notre souveraineté dissuasive en Afrique centrale, le lancement de la campagne agricole nationale, l'accélération de la réalisation du PDL 145 territoires, la maîtrise du cadre macroéconomique de la RDC, la prise en compte du social des Congolais par des réformes audacieuses dans les secteurs porteurs de croissance, ainsi compris le déploiement des cantines populaires dans les tout prochains jours sur l'ensemble du territoire national. Et la coordination provinciale de la jeunesse francophone du Lualaba a été officiellement installée le dimanche à Kolwezi sous l'impulsion de l'ambassadeur de la jeunesse francophone d'Afrique centrale, Grand Katanga, Pierre Olombe. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de Moon Palace. La province du Lualaba, dirigée par le gouverneur Fifi Masuka Saini, a vibré au rythme d'une ambiance festive ce dimanche 31 août 2025 avec la cérémonie d'installation officielle de la coordination provinciale de la jeunesse francophone du Lualaba par Pierre Olombe, ambassadeur de la jeunesse francophone d'Afrique centrale Grand Katanga. La salle de conférence des Moon Palace qui a servi de cadre pour abriter cet événement qui s'inscrit dans la dynamique des mobilisations, des structurations et des valorisations de la jeunesse francophone au sein de la province du Lualaba dans un esprit de responsabilité et avec un accent particulier sur l'engagement, le leadership et la promotion de la culture. Au menu, la prestation des slams, les récitals de poésie, défilés artistiques, performances de chant, concours d'éloquence, pour ne citer que cela. Un moment de célébration, de créativité et de responsabilité citoyenne dans un esprit de fraternité et de dynamisme de la jeunesse. Activité au cours de laquelle a connu la participation de plusieurs personnalités locales et nationales et tant d'autres organisations venues de tous les coins et recoins de l'espace Grand Katanga. Prenant la parole, l'ambassadeur de la jeunesse francophone d'Afrique centrale pour la région stratégique du Grand Katanga, Pierre Olombe, qui a rendu hommage à l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini et appelle la jeunesse à faire preuve d'une bonne conscience en œuvrant dans l'unité. La coordination que nous installons ces jours sera une maison commune, une maison où les jeunes viendront trouver une voie, un espace d'action, mais aussi un lieu de rêve. À vous, membres du comité, je dis ceci, soyez proches des jeunes. Écoutez-le, rassemblez-le. Ne soyez pas seulement des gestionnaires d'une structure, soyez des bâtisseurs d'avenir. Le gouverneur de province, Fifi Masuka Saini, ici représenté par son directeur des cabinets adjoints, Doris Kitobo. Cette grandiose cérémonie était aussi un moment de dialogue et des visions partagées pour l'avenir. Signalons que c'est avec une photo de famille et un cocktail, la cérémonie a été sanctionnée. Et le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli, séjourne à Mbandaka où il a fait don de 2 corbillards et de 25 véhicules. Ces dons ont été remis au gouvernement provincial de la ville et sont destinés à améliorer la mobilité de la population. C'est une foule en liesse des hommes, des femmes, des jeunes et vieux qui étaient venus nombreux accueillir leur digne fils, Edi Iyeli. Ces derniers retrouvent la terre de ses ancêtres après 30 ans d'absence. L'euphorie était totale ici aux alentours de l'aéroport Mbandaka. L'avion à son bord, le vice-gouverneur de Kinshasa et cadre du MLC foule déjà le sol de Mbandaka.
La communion est totale. Ensemble, avec cette population, Edi Yeli va entreprendre une longue marche jusqu'au terrain de la commune de Wangata, lieu prévu pour un meeting populaire. Sur place se trouvait le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, qui n'a cessé de vanter les qualités et valeurs prônées par le vice-gouverneur de Kinshasa. À son tour, Edi Yeli a invité la population à l'unité et à la paix. Laissez-moi vous dire que cette terre appartient à nos ancêtres. Vous devez prôner l'amour et l'unité pour le développement de cette province. Je suis venu vous exhorter à rechercher le bien-être de chacun. C'est en évitant de faire mal à l'autre que nous allons bien évoluer. Comme le disait Feu Maréchal Mobutu, nous sommes tous les enfants d'un seul père. L'unité élève une nation, vous le savez. Dans le cadre de sa fondation, il a fait don de 25 véhicules et de 2 corbillards à la province. Un lot de 25 autres engins roulants est attendu à Mbandaka dans les prochains jours. Il est également destiné à la mobilité de la population, a fait savoir Edi Molangui. Et dans le but de lutter contre les érosions et d'ouvrir de nouvelles routes pour le développement du district de Tchangou, l'élu de la circonscription électorale, Ogi Kalonji, a effectué une visite d'inspection sur les chantiers routiers dans cette commune, la commune de l'Ansele. Il a été accompagné des techniciens de l'entreprise et ses amis et de l'office des voiries et drainage, maître d'ouvrage délégué. Accueilli avec pompe, le député national Ogi Kalonji a souligné qu'il était question de faire un état de lieu de site dont les fonds, fruits de son lobbying acharné, ont été déjà décaissés par le gouvernement central afin de relancer pleinement les travaux et améliorer les conditions de circulation des habitants. Ils veulent la route, ils veulent que les points soient électrifiés, ils veulent l'eau. Je pense que ça fait partie des priorités de notre gouvernement et surtout de l'engagement du président de la République, chef de l'État. Une tournée entamée par Moukoko à l'arrêt Infobank où l'élu de Tchangou a échangé avec le représentant des entreprises en charge de l'exécution de la construction de cette avenue. La visite s'est clôturée à Terre Jaune où ils ont inspecté 1 kilomètre à construire et les sites érosifs en compagnie des techniciens responsables du projet. Lorsque les travaux ont été lancés à Terre Jaune par le président de la République dans les programmes Tchilegelou, le président avait promis qu'on allait attaquer cette érosion et que la route allait se poursuivre. La promesse du chef de l'État est en train de voir corps. C'est comme ça que nous sommes devant pour rappeler au peuple que le chef, c'est un homme de parole. S'il promet aujourd'hui, il prend le temps, effectivement, de rencontrer ce qu'il a promis. Partout, la population n'est pas restée indifférente. Il convient de rappeler que la relance de ces travaux est le fruit des efforts acharnés de Ogi Kalonji, bénéficiant du soutien considérable du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui œuvre pour l'émergence d'un Congo fort et prospère. Et c'est dans le décor raffiné du prestigieux hôtel Southampton que s'est tenue la cérémonie de la remise des brevets aux jeunes agents du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, les CEC, au terme d'une formation de haut niveau en tri, taillerie, du diamant et pierres de couleur dispensée par la réputée école HRD Antwerp de Dubaï. Les CEC concrétisent donc une ambition claire, transformer la richesse minérale du pays en véritable moteur de développement. Avec cette étape franchie à Dubaï, le CEC démontre que la transformation structurelle du secteur minier congolais n'est plus une projection mais une réalité en marche. Cette formation, qui ouvre la voie à la mise en place prochaine de l'usine de taillerie des diamants à Kinshasa, marque un tournant. Formation reçue, répondant aux standards internationaux, garantissant la traçabilité, conformité et compétitivité dans une filière stratégique pour l'avenir du pays. Et cela est salué par Marie Djeka Opombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux Émirats Arabes Unis, présente à la cérémonie. Pour Dev Kalemba Kachama, PCA du CEC, cette cérémonie incarne une vision nationale, une ambition collective et une réponse technique aux enjeux contemporains du secteur minier. Un sentiment partagé par le directeur général Freddy Mwamba Kanyikou,
qui s'est montré fier de la trajectoire institutionnelle. Leur participation à la session de formation au HRD Dubaï, l'un des centres les plus prestigieux au monde, marque l'aboutissement de cette montée en compétences. Les résultats sont remarquables. Nos agents ont démontré leur capacité à intégrer les standards internationaux, à manipuler les outils techniques avec précision et à produire des évaluations fiables et rigoureuses. Ils sont désormais prêts. Rigueur, intégrité et professionnalisme, au nom de l'équipe technique, Daniel Ngoï, directeur technique du CEC, a encouragé les lauréats à rester fidèles aux valeurs cardinales de l'établissement. En effet, cette formation a tourné autour des thèmes ci-après. Le diamant brut, il était question de la manipulation, identification et de technique. Les différentes couleurs du diamant et la différence entre le diamant brut et les diamants synthétiques ou les diamants de laboratoire. Enfin, il y a eu l'introduction à la gémologie et utilisation des instruments gémologiques de base. Derrière chaque certification remise, se dessine l'avenir d'un Congo qui choisit de miser sur sa jeunesse, son savoir-faire et sa souveraineté économique. Et face à toutes les allégations portées contre ce centre hospitalier, le député national Séraphine Kiloubou a clarifié la situation ce mardi. Accompagné du ministre provincial de l'Environnement, elle a précisé que sa structure dispose de tous les documents fonctionnels et s'étonne même de la fermeture des installations hospitalières. Faux et archi-faux, le centre hospitalier Séraphine Kiloubou ne loge aucune famille en son sein, en dehors des installations hospitalières et dispose en effet de tous les documents fonctionnels. Les allocations portées lundi 1er septembre par le ministre provincial de la Santé de la ville de Kinshasa sont fausses et n'ont rien à voir avec la vérité. Séraphine Kiloubou, député national élu de Tchangou et responsable de la structure, a fait constater cette réalité des faits au ministre provincial de l'Environnement qui était également de passage ce mardi 2 septembre 2025. On a quitté la monnaie habitation mon côté, mais maman a ma préoccupation par rapport il y a acte où le collègue de la santé a posé. Nous sommes le ministre de la santé à lobby et ça le kuta. Awa tovana bino eska bazolo bakenda ko eza ndawa ondako batwaza na kati na ba famille c'est faux et archi faux. Nazoko benga muntu nyoso alinko ya ko visiter aya. Yangui Suroche azali kamusus bazali groupe ya bateau bazoko combattre nga politiquement. Mais comment yoko ya epa ya mutu okuti mutu ango azate mbala moko ke yo kangi olia kanga morgue porte akanga ke sa porte hôpital. Il faut signaler que ces installations hospitalières ont été inaugurées depuis 2024 par les directeurs du cabinet de l'actuel ministre national de la Santé qui représentait à cette cérémonie le ministre empêché. Avant l'inauguration, tous les services attitrés ont examiné tous les aspects relatifs au fonctionnement de ces installations. Il est donc étonnant qu'un ministre provincial s'attribue le pouvoir d'aller fermer les installations hospitalières sur base de la simple rumeur, sans aucun rapport écrit. Des services experts ont également déclaré le responsable de ces centres hospitaliers. Et c'est un drame sans précédent qui s'est produit au Soudan. Un glissement de terrain a causé la mort de 1000 personnes pratiquement. L'information a été annoncée lundi soir par un groupe rebelle du MLC contrôlant la région des montagnes de Mara. Le pays a appelé ce mardi les Nations Unies et les ONG internationales de fournir de l'aide pour sortir les dépouilles des terres. Rappelons que le Soudan est en proie à une guerre civile meurtrière opposant depuis le 15 avril 2023 l'armée au FSR, un conflit qui a plongé le pays dans une grave crise humanitaire. Et la presse congolaise, particulièrement celle du Sud Kivu, vient de perdre l'une de ses plus belles plumes. Le journaliste Deo Namujimbo, connu pour ses différentes dénonciations des atrocités commises dans l'est du pays, est décédé des suites d'une longue maladie dans la nuit du dimanche 31 août en France, où il était exilé depuis 2009. Un traducteur émérite et un écrivain prolifique qui a marqué de son empreinte le monde des lettres par ses nombreux articles et ouvrages. C'est toute
toute une région qui pleure l'un de ces brillants esprits. En attendant le programme des obsèques, les deuils se tient en France, à Vigneux-sur-Seine. En attendant aussi justement ce programme, les familles se réunissent ici à Kinshasa sur avenue Ndungini, 189, quartier Mbandaka, commune de Mbumbu, chez Chigiregere Ndainga. La deuxième édition, alors, on va passer au rappel des titres à présent. C'est de 3 ans qu'il écope. Le sulfureux ancien ministre de la Justice a connu ce mardi son sort à la Cour de cassation au terme d'une journée intense sous forte présence militaire. Il a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics, puis 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique. Et un glissement de terrain massif consécutif à des pluies torrentielles a ravagé un village montagneux du Darfour dans l'ouest du Soudan. Le bilan reste encore incertain dans le pays, déjà en proie à une grave crise humanitaire. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa profonde compassion. Et c'est par ici que va se refermer ce journal, vous l'aurez compris. Merci à vous tous pour votre attention et très bonne suite de programmes sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.